Bonjour et bienvenue dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée. Aujourd'hui, la suggestion cinéphile numéro 189, 189 à une unité près de 190, à 11 unités près des 200 suggestions cinéphiliques que l'on aura remplies à partir du 20 mars 2020, je l'espère encore cette année 2021, sinon au tout début de l'année 2022. Ce qui n'est pas mal comme performance pour notre modeste chaîne YouTube de l'Odyssée. Le film dont je veux parler aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de l'hommage rétrospectif à l'œuvre de Alfred Hitchcock, et il s'agit de L'inconnu du Nord Express. Alors c'est un film qui est tourné en 1951 et qui est l'adaptation, comme l'était Le Grand Alibi, d'un roman de Patricia Highsmith. Le Grand Alibi se situait au Royaume-Uni après la Deuxième Guerre mondiale. Là, L'inconnu du Nord Express s'inscrit dans le contexte des États-Unis de l'immédiat après la Deuxième Guerre mondiale. Alors, évidemment, je ne vais pas annoncer la fin du film parce que c'est un polar et il faut quand même avoir le plaisir de découvrir ou de redécouvrir le final de cette intrigue haletante proposée par Hitchcock à travers ce film. Alors, deux, trois petites informations. Pour ce film, Alfred Hitchcock avait décidé de travailler avec l'aide des studios, avait décidé de travailler avec Raymond Chandler, mais la collaboration ne se passe pas très bien entre cet écrivain de grande taille, de grande dimension, et le réalisateur de grande taille, de grande dimension aussi. Il sollicite mais Chandler restera crédité au générique du film, et il contacte un scénariste avec lequel il a déjà eu l'occasion de travailler, Ben Henner, qui est trop pris par des multiples projets et qui conseille un collaborateur scénariste à ce Ben Henner qui s'appelle Hornborn, et c'est donc avec lui que Hitchcock va travailler. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans ce film, on retrouve évidemment décliné à travers une adaptation d'une œuvre la grande majorité des thématiques convoquées par Hitchcock dans son cinéma. Il y a d'abord la présence du mal. Deux hommes que l'on découvre après avoir vu un générique qui filme l'entrecroisement de rails qui se séparent, se croisent, puis finalement se réunissent, comme pour montrer que la vie est faite de fils conducteurs, les fils du destin en quelque sorte, qui s'enchevêtrent dans une architecture assez complexe et dont la complexité précisément guide le déroulement des parcours individuels, c'est-à-dire des destinées personnelles et notamment des destinées des personnages de ce film. Après avoir vu ce générique, donc, on se retrouve à l'entrée du hall d'une gare ferroviaire et on commence à découvrir, c'est la métonymie, les deux protagonistes principaux en découvrant filmer leurs pieds et leurs démarches. Ils marchent chacun de leur côté, mais on sait déjà que ces deux démarches vont finir par se croiser, se retrouver à l'intérieur d'un train, ce qui est le cas. Et à l'intérieur de ce train, eh bien, l'un des personnages est un individu qui s'appelle Bruno, issu d'une famille très riche, qui est son père, qui a une mère un peu, disons, bizarrement loufoque, excentriquement surprenante, si vous préférez, et d'autre part un champion de tennis qui s'appelle Guy. Bruno va proposer un marché en disant écoute, moi je sais que, puisque c'est une vedette de tennis qui est connue et donc la presse people parle de lui, de ses aventures, eh bien je sais que tu
tu ne t'entends même pas bien avec ton épouse, que probablement des flirts avec quelqu'un d'autre, eh bien moi je vais te rendre service en tuant ton épouse, donc en dégageant le terrain de la construction d'une nouvelle union pour toi, psychosocio-affective, cette union, et en contrepartie, toi tu tueras mon père, parce que je le déteste et je ne le supporte pas. Guy ne prend pas au sérieux cette proposition, sauf que quand il y a des propositions à caractère de pacte de ce genre, on ne peut pas avoir une attitude uniquement individuelle, on ne peut pas avoir un comportement à part, on est, qu'on le veuille ou non, ontologiquement, congénitalement impliqué dans une relation aliénante de réciprocité mutuelle. Et effectivement, l'épouse de Guy est tuée, dans une fête foraine d'ailleurs, à Luna Park. Et du coup, Guy est déstabilisé, d'autant que Bruno a décidé d'accumuler des preuves pour le désigner comme coupable, parce que bien sûr, quid proteste, à qui le crime profite-t-il? Eh bien, les apparences indiquent évidemment le mari comme principal bénéficiaire de ce crime. Et nous voici avec un personnage de Guy qui est enferré dans la toile d'araignée d'un être pervers et complètement déstabilisé. Un être fou, en quelque sorte. Et ce qui est formidable dans ce film, d'autre part, donc, c'est que la première thématique qui est reprise, c'est ce jeu de dialectique entre les apparences et la vérité. C'est-à-dire les apparences sont les apparences immédiates, mais elles ne sont pas forcément l'expression d'une vérité. Elles sont au contraire, elles peuvent être le voile de toute vérité véritable, dirais-je. Et donc ça, c'est une thématique qu'on retrouvera plus tard dans L'amour aux trousses et dans dans Vertigo, Sueur froide, si vous préférez, et dans beaucoup de chefs-d'œuvre, dans Psychose, dans beaucoup de chefs-d'œuvre de Hitchcock. Et puis, il y a le thème de l'escalier, qui était dans Les Enchaînés, qui est dans Soupçon, qui est dans La mort aux trousses aussi. Et cet escalier que l'on monte, que l'on redescend lentement. Et le jour où Guy s'introduit dans la demeure du père de Bruno, il monte des escaliers de façon avec un pas ralenti, et il y a 2 bulldogs qui l'attendent au sommet de cet escalier, avec toute une mise en scène dramatique qui évidemment contribue à l'établissement d'un suspense. Vont-ils rester passifs, vigilants mais passifs, ou vont-ils agresser Guy, qui est entré comme ça, subrepticement, dans l'appartement du père de Bruno? C'est un point d'interrogation qui a pour simple et seul objectif, d'après moi, de mettre en valeur le décor dans lequel s'inscrit cette action, c'est-à-dire l'escalier. C'est un des exemples de la déclinaison du thème de l'escalier qui est formidable dans le cinéma de Hitchcock. Et puis il y a aussi ce dualisme dans le portrait des femmes. La potentielle future fiancée est d'une froide beauté, ou d'une beauté glaçante, si vous préférez, alors que l'épouse dont il veut se débarrasser a le sexe affiché sur le visage d'une certaine manière, et est présentée comme une garce sensuelle mais vulgaire. Donc d'un côté l'élégance
froide, gelée, et de l'autre une vulgarité bouillonnante. Bien. Car ce sont les différents aspects ou facettes de la face de Janus, si vous voulez, les visages de Janus, de la dimension féminine telle que déclinée par Hitchcock, encore une fois. Et puis, il y a aussi le thème de la fête foraine, qui est utilisé dans ce film de façon formidable. D'ailleurs, c'est l'occasion pour Hitchcock de faire rejouer sa fille, qui est la sœur de la future fiancée de Guy, qui jouait aussi, c'est la fille de Hitchcock, dans Le Grand Alibi, et qui est caractérisée par des lunettes très épaisses, car les lunettes, c'est aussi une question de vision, de précision et de capacité ou non-capacité à distinguer le vrai du faux, l'apparence de la vérité. Et puis, il y a une gestion du temps qui est extraordinaire. Je l'ai dit, il monte très doucement l'escalier pour aller essayer de voir le père de Bruno, et il y a des dogs qui l'attendent au sommet de l'escalier, et plus on approche, plus on a l'impression que le temps est en suspens, qu'on est ralenti dans la progression du mouvement, de la même façon qu'il y a cette gestion du temps dans les oiseaux, quand le personnage de Tippi Hedren suit un oiseau qui vole dans le ciel, qui se rapproche d'un fil électrique, qui se pose sur le fil électrique, et un simple petit mouvement panoramique de la caméra montre que cet oiseau n'est pas seul, mais qu'il y a des dizaines et des dizaines d'autres oiseaux, composant ainsi un paysage menaçant, sur le point d'attaquer les humains, ce qui va être le cas d'ailleurs dans le film Les Oiseaux. Et cette gestion du temps, on la retrouve dans une scène qui est célèbre, qui est la scène du match de tennis. Le stade de tennis est plein, et dans ce stade de tennis, eh bien, tous les spectateurs suivent l'échange de balles entre Guy, le champion de tennis, et un autre dans la finale qui les affronte, dans laquelle ils s'affrontent, qui les oppose. Et évidemment, le public, comme toujours dans un stade de tennis, il suit de droite à gauche la balle. Tout le public, sauf un. C'est Bruno qui est là, parce qu'il est venu pour déposer un indice qui serait l'apparence fausse, la fausse vérité de l'implication de Guy dans le meurtre de sa femme. Et donc il y a une gestion du temps qui fait que l'on a envie, évidemment, que ce match d'une part dure, parce qu'il y a un échange qui est bien, mais en même temps on a envie qu'il se termine le plus vite possible pour que Guy puisse courir, prendre les dispositions pour empêcher Bruno de faire son acte malveillant. Et évidemment, dans cette scène, eh bien, on retrouve une scène qui est célèbre dans Young and Innocent, Jeune et Innocent, avant la Deuxième Guerre mondiale, où là aussi il y avait un match de tennis où tout le monde suivait la balle, sauf le méchant criminel qui avait un tic au visage, qui lui ne regardait absolument pas l'échange de balles, parce qu'il était dans le public pour essayer de se cacher. Et la volonté même de vouloir se cacher faisait que, comme le nez au milieu du visage, eh bien, c'était le seul qui apparaissait comme suspect dans ce paysage où tout le monde, sauf lui, suivait l'échange de va-et-vient des balles. Puisque je parle de va-et-vient, il y a évidemment une figure géométrique, comme l'ont noté à l'époque Claude Chabrol et Éric Rohmer, dans les analyses qu'ils faisaient pour les cahiers du cinéma du film de Hitchcock, car c'est eux qui ont contribué à montrer que Hitchcock n'était pas seulement un filmmaker, mais un auteur. Et il disait que dans ce film, il y a deux figures géométriques qui s'imposent. D'une part, les droites, qu'elles soient parallèles, comme les rails de train, qu'elles soient dans un sens aller-retour
comme pour un échange de balles, et puis il y avait les figures, la figure du cercle, le figure du cercle dans la balle du tennis, pour commencer, l'épouse, qui est un peu vulgaire, de Guy, elle travaille dans un magasin de disques, et un disque, autant que je sache, ce n'est pas carré, mais c'est un vinyle rond, et que la figure la figure des droites, c'est la vie, avec ses contradictions, ses oppositions, ses frictions, et la figure du cercle, c'est la mort, avec un peu la figure de celui qui essaye d'étrangler en prenant de ses deux mains, en entourant de ses deux mains, le cou de la personne qu'on essaye d'étrangler. Bref, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans le film où Bruno, fondamentalement, structurellement déséquilibré, eh bien, mime la manière d'étrangler une dame dans une tea party de sa maman, qui est complètement zinzin, et la figure de la mère, on la retrouve aussi, d'ailleurs dans La mort aux trousses et dans plein d'autres films, dans Les oiseaux, dans Soupçon, dans Les enchaînés, mère soit idiote, ce qui est un peu le cas, mais castratrice et handicap pour son fils, soit méchante et frustrée et donc dangereuse. Donc là, il y a aussi cette figure du cercle qui est importante. Et pour ce qui concerne l'ironie qu'il y a, eh bien, il y a une scène qui est extraordinaire. Le match de tennis est sur le point de se terminer. Bruno va pour déposer un indice qui accuserait, si on le retrouve, mais il le dépose de manière à ce qu'il soit retrouvé, l'implication non existante, non réelle, de Guy dans l'assassinat de meurtre de son épouse, et il fait tomber dans un égout, enfin dans une grille d'égout, l'objet qu'il était venu pour déposer. Et soudain, il y a un renversement. Nous, le public, qui détestons ce Bruno, qui souhaitons au plus profond de nous-mêmes, à moins d'être un tout petit peu tordu, mais allez savoir, c'est ce qu'au fond Hitchcock nous dit aussi, il y a du tordu en chacun d'entre nous, nous rappelle-t-il. C'est pour ça qu'il nous raconte des tas d'histoires de crimes policiers, etc. Parce qu'il y a un côté malsain de voyeurisme, évidemment, en chacun d'entre nous, et chacune d'entre nous. Eh bien, soudain, il y a une espèce de revirement. Celui qui est l'objet ou le sujet détesté de notre attention, de spectateur, eh bien, inconsciemment, nous nous solidarisons avec lui, nous essayons de faire en sorte qu'il arrive à récupérer cet objet, cet indice qu'il veut déposer, parce que nous sommes pétris de contradictions. C'est la grande leçon que nous livre Hitchcock, parce que quoi qu'on fasse, comme les personnages du film, nous sommes innocents d'être coupables et nous sommes coupables d'être innocents, car il y a profondément du mal en nous. C'est la grande leçon qu'Alfred Hitchcock a retirée de tout le spectacle qu'il a vu de la Deuxième Guerre mondiale, avec son cortège de tragédies horribles, l'extermination, la Shoah, etc. Et donc c'est le peu de considération que Hitchcock a vis-à-vis d'une condition humaine qui pourtant lui colle à la peau comme la tunique de Nessus, parce que on a beau avoir manque de considération et donc quelque chose qui est de l'ordre de la misanthropie vis-à-vis de la condition humaine, mais c'est en tant qu'être humain qu'on désapprouve une condition humaine tellement irréparablement, irréversiblement enfoncée dans le marécage de ses propres contradictions et de ses propres paradoxes. Hitchcock, le cinéaste des films d'action, c'est clair, mais en même temps, qui nous propose un point de vue philosophique, une vision philosophique. L'action et la réflexion marchent main dans la main en suivant aussi bien les figures de la ligne droite que les figures du cercle, pour notre plus grand bonheur cinéphilique
Et ce bonheur cinéphilique avec L'Inconnu du Nord Express, qui est un très grand film de Hitchcock, je le répète, en noir et blanc, avec des actrices et des acteurs qui sont très 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 bien dirigés, eh bien, où est-ce que vous pourrez le voir? Dans votre, je l'espère, cinéma préféré, à l'Odyssée, 3 rue des Francs-Bourgeois, 67 000 Strasbourg, dans le cadre du cycle hommage à Alfred Hitchcock qui se déroule jusqu'au 11 janvier 2022. Je profite de ce final pour vous souhaiter de prendre bien soin de vous et de tous vos proches et vous adresser dès maintenant tous mes souhaits les meilleurs pour la nouvelle année qui se profile à l'horizon, un horizon bordé du plaisir du visionnement des films de Hitchcock à l'Odyssée. À très bientôt, merci, au revoir.